bonjour. Bonjour tout le monde, bonjour Jeanne, Bonjour, ravi de te retrouver. pareil, le plaisir est partagé, Gabriel. Bonsoir tout le monde. Alors, aujourd'hui, nous avons bienvenue à tout le monde en fait à ce 4e live talk que nous organisons. Donc, c'est l'agence studio Butterfly Casablanca qui l'organise à travers son club Inbound Marketing ABM. Aujourd'hui, nous avons opté de vous parler d'un sujet qui nous semblait très important, à savoir les marques engagées et comment elles devaient arbitrer, ou comment en tout cas elles pouvaient arbitrer entre la performance financière et l'impact positif qu'elles pouvaient avoir sur leur environnement interne et externe. Donc, ce 4e live talk est organisé, comme je le disais, par le club Inbound Marketing ABM. Nous avons co-créé, Gabriel et moi-même, via l'agence de Casablanca, donc, qui est, comme vous le savez, une agence internationale pionnière des stratégies de marque, d'inbound marketing et de account-based marketing. Nous sommes basés à Casablanca et à Paris, et nous sommes engagés à stimuler la croissance des établissements et des entreprises qui le souhaitent à travers à travers des accompagnements sur mesure. Donc, que ce soit pour ressortir leurs différences via la création de stratégies de marque, l'amélioration de clients et de prospects à travers la création de solutions digitales innovantes et omnicanales. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, en fait, les marques doivent être présentes sur tous les touching points avec les clients. Et puis, le développement de parts de marché pour les entreprises ou les établissements qui interviennent sur du grand compte pour attirer, à travers la mise en place, justement, et la création de stratégies de account-based marketing. Et je dirais que nous sommes une des rares agences, que ce soit à Paris ou à Casablanca, d'associer de manière intime et performante l'inbound marketing à l'ABM, c'est-à-dire que selon la taille du client, eh bien, nous mettons en œuvre des stratégies d'inbound marketing pour faire venir à soi des clients et nous les développons jusqu'à leur proposer des stratégies ABM, Account-Based Marketing, c'est-à-dire comment on gère des comptes plus importants en personnalisant toutes nos stratégies. Tout à fait. Et donc, nous avons créé justement ce club Inbound Marketing ABM qui s'adresse à nos clients. Et sa mission, en fait, elle est très simple, c'est d'établir des liens aujourd'hui entre les cadres dirigeants du marketing, des sales, du digital et de la communication. Parce qu'on sait que ça peut créer des points intéressants, ça peut créer des synergies, ça peut aussi aider le business d'un côté, de part et d'autre. Voilà, donc durant ce live talk, nous allons couvrir un certain nombre d'axes. Donc, pourquoi aujourd'hui être une marque engagée ? Comment engager les collaborateurs et les clients ? Comment valoriser son engagement à travers la communication de la marque ? Et bien entendu, à la fin, nous allons présenter un certain nombre de cas, comme ce que nous avons l'habitude de faire. Alors, on sait que la marque, en fait, elle a évolué au fil du temps. La marque, dans les années 50, n'est pas la marque telle qu'on la connaît aujourd'hui. Au départ, durant les 30 glorieuses, quand on parlait de marque, il s'agissait en fait de parler de promesses uniques. Vous voyez, par exemple, sur la lessive, c'est une seule promesse que la marque faisait à ses clients. À partir des années 80, en fait, la marque s'est sophistiquée, la publicité s'est sophistiquée, où on est passé à la mise en avant de l'image de marque. Là, vous pouvez le regarder en fait sur cet exemple-là, sur le visuel que vous voyez juste en face. On associe des marques à une image. Et puis, à partir des années 2000, grâce à la digitalisation de l'économie ou la numérisation de l'économie, nous sommes passés à... La marque, en fait, s'est développée pour mettre en avant sa réelle promesse qu'elle fait à son audience, à ses cibles. Et donc là, nous sommes plutôt... La marque se positionne... elle émerge grâce à son positionnement différenciateur par rapport à la concurrence, en sachant qu'aujourd'hui, en fait, sur les différents marchés, il y a énormément d'offres sur tous les domaines. Et donc justement, comme le dit Jeanne, il ne s'agit pas simplement d'avoir une promesse, il faut que celle-ci soit différenciatrice. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas dans l'esprit des gens unique, vous n'êtes pas. Parce qu'effectivement, le marché est tellement concurrentiel qu'il est vampirisé par Paul, Pierre, Jacques. Et donc, à vous de rendre unique
le positionnement de votre marque? Voilà, on va redéfinir les concepts, bien entendu, pour qu'on soit tous d'accord. Donc, quand on parle d'une stratégie de marque, enfin, la stratégie de marque relève en fait des priorités des conseils d'administration des entreprises ou des comités exécutifs. Parce que c'est une réflexion stratégique à long terme qui vise à atteindre un certain nombre d'objectifs qui aboutissent justement à l'identification et à la préférence d'une marque par ses clients. Donc, Cette marque, justement, doit être, comme le dit Jeanne, préférée. C'est-à-dire qu'il ne faut pas imaginer que le public ne connaît pas vos concurrents. Bien au contraire. Alors aujourd'hui, c'est même une donnée historique, une donnée vitale, car avec Internet, tout le monde est au même niveau que le vendeur. Donc ne croyez pas que les gens se disent oh, bah, ils ne connaissent pas les autres. Avant, oui, avant, il y avait des démarches unilatérales parce que mais il y avait beaucoup de marques qui ne faisaient pas de communication. Aujourd'hui, qu'ils en fassent ou qu'ils n'en fassent pas, Internet les met en valeur, les met en valeur. Et donc, effectivement, la problématique, c'est la différenciation, encore je le répète, et c'est le fait d'être préféré à une autre marque. Tout à fait. Donc la marque, comment est-ce qu'on la connaît? On l'identifie évidemment à travers, une identité de marque se construit au cours de l'histoire d'une entreprise à travers les différentes campagnes publicitaires qu'elle va mener. Elle va être visible grâce à son identité visuelle, donc grâce à tous les signaux qu'elle va émettre, donc le logo, la publicité, le packaging, la relation client, les événements, l'action commerciale. Mais c'est également en fait tous les éléments intangibles qui vont contribuer justement à la création, à sa notoriété et à la création de son image et au capital sympathique qu'elle va créer auprès de sa cible. Et comme vous le voyez écrit, il est écrit que la stratégie de marque ne s'improvise pas, elle s'impose via une démarche volontariste. Le mot le plus important ici, c'est le mot volontariste. C'est-à-dire ne pratiquez pas la politique du rétroviseur, comme je dis. Oh, ben, je vais faire une marque qui soit sympathique telle que l'exprime le public. Non, c'est à vous à définir le positionnement volontariste et à le faire adopter et à le faire désirer par les cibles que vous souhaitez concerner. Exactement. Alors, vous voyez ici une très bonne question de quelqu'un qui s'étonne. Qu'est-ce qu'une marque engagée? Qu'est-ce qu'une marque engagée et pourquoi aussi une marque engagée? Bon, en fait, la réponse, elle est très simple. Enfin, elle a été dite par le CEO d'Amazon, qui est aujourd'hui la marque la plus valorisée dans le monde. Enfin, je pense que sa citation, elle est très claire, elle est très parlante. Votre marque, en fait, au final, c'est quoi? C'est ce que les autres disent de vous lorsque vous n'êtes pas dans la même pièce. Et ça veut tout dire. Alors maintenant, le défi des marques aujourd'hui, en fait, les marques engagées, elles font face à deux défis importants. Donc, premier défi, c'est de justement réaliser une performance financière, donc satisfaire les actionnaires et avoir un niveau de rentabilité intéressant par rapport à l'industrie, par rapport au marché et tout. Et puis aussi, d'un autre côté, aujourd'hui, il faut que ces marques doivent répondre aussi à des impératifs d'impact positif sur la planète. Parce qu'on le sait, aujourd'hui, le comportement, il y a beaucoup de défis auxquels la planète fait face, liés à l'énergie, liés au changement climatique, liés aux inégalités qui sont de plus en plus, pour lesquelles on n'arrive pas encore à closer le gap. Donc, il y a énormément de défis sociétaux et auxquels les marques doivent faire face. Et en ce sens, on a également, toujours dans le même sens, donc il y a également en fait le comportement des consommateurs qui a changé. Les nouvelles générations Y et Z ont un comportement qui est différent des générations précédentes. Elles sont beaucoup plus, c'est des comportements qu'on qualifie souvent de beaucoup plus vertueux parce qu'ils se sentent quelque part un peu responsables, parce qu'ils vont même dans leur choix, des fois le choix des marques, le choix justement des achats qu'ils vont faire, ils vont privilégier une marque responsable plutôt qu'une marque qui va polluer.
Dans le choix même de l'acquisition, ils vont avoir des comportements qui vont être différents. C'est-à-dire que, bon, peut-être que sur la génération X, quand on parlait, Gabriel, tu me corriges, souvent, enfin, la génération X, par exemple, elle achetait des actifs. Pour elle, en fait, la tendance a été, voilà, j'achète une maison, j'achète une voiture, j'accumule un certain nombre de biens. Quand on arrive sur la génération Y et Z, le comportement est différent. On achète en fait l'usage, on n'achète plus le bien. C'est l'usage qu'on Tout va à faire fait. de la chose. C'est-à-dire que par exemple, au lieu d'acheter une voiture, eh ben, on va utiliser un Uber, on va faire du covoiturage, on va faire, voilà. Et c'est des solutions. Aujourd'hui, grâce à l'ubérisation aussi de l'économie, ces comportements sont aujourd'hui très, très prononcés auprès de ces générations-là. Et ça va être l'avenir. Consommer responsable, ça va être l'avenir de la plupart des industries, moi j'ai envie de dire. Tout à fait. Moi, je ne peux qu'adhérer à ce que tu dis. J'ajouterais même que cette notion de partage et d'économie collaborative constitue, selon Jeremy Rifkin, l'économiste américain, l'axe de toutes les actions marketing et commerciales à venir. C'est-à-dire que les décisions ne se prennent plus de manière unique du fait de l'information qui est maintenant tellement universelle qu'on recherche, bien sûr, la co-création et, bien sûr, le partage des informations. Exactement. Donc aujourd'hui, le défi pour les marques, c'est que voilà, pour atteindre leur cible, elles doivent savoir se rendre désirables grâce à un positionnement différenciateur, mais également responsable et engagé. Engagé et engageante aussi. Voilà. Alors, quand une marque travaille bien sa différenciation, quand elle sait créer une plateforme qui est propre à elle, une identité qui est propre à elle, eh bien, ça signifie vraiment, voilà, les valorisations, elles parlent d'elles-mêmes. Vous voyez toutes les marques de tech aujourd'hui, enfin, ça, c'est le dernier classement qui est ressorti par Brand Finance. Vous voyez sur le classement le classement international, vous voyez les marques comme Amazon, Apple, Google qui sont dans le top 3 parce qu'elles ont su créer, il n'y a pas longtemps, il y a une vingtaine d'années qu'elles ont été créées, mais en même temps, aujourd'hui, elles sont devenues les marques les plus valorisées dans le monde. Quand vous allez sur la 9e et la 10e position, vous voyez que Tesla, aujourd'hui, elle est également dans le top 10 des marques les mieux valorisées, alors que Tesla, ça fait pas si longtemps que ça que c'est une marque qui est présente sur le marché. Et vous avez TikTok aussi, qui est assez récent, qui figure sur le top 10. Pourquoi ces marques-là sont valorisées? C'est parce que voilà, elles ont su créer un univers qui est propre à elles et elles ont su fédérer une communauté de par le monde. Et elles ont su aussi disrupter. Tesla, par exemple, aujourd'hui, c'est le modèle de la marque de véhicules électriques. Voilà, donc ça, c'est un peu pour vous donner une idée sur les industries qui sont le mieux valorisées dans le monde. Enfin, les industries de marque qui sont le mieux valorisées. Vous avez la tech en premier lieu, vous avez le retail. Donc, vous avez tout ce qui est le banking, le média, les télécoms, l'automobile par la suite, l'ingénierie et la construction par la suite, et ensuite, vous voyez tout ce qui est assurance, et puis gaz et oil par la suite. Et naturellement, les marques les plus valorisées sont les marques américaines, suivies par les marques chinoises, et ensuite, on voit dans le classement les autres pays, comme les pays européens, comme l'Allemagne, la France, et puis il y en a d'autres. Voilà, quand on regarde la valorisation sur les meilleurs valos en 2022, par contre, sur le marché européen, on voit qu'il y a de l'automobile, de l'industrie auto, et on sait que l'industrie auto, aujourd'hui, enfin, toutes les marques que vous voyez sur ce classement-là, comme Mercedes-Benz, comme Volkswagen, comme BM, comme Porsche, etc., qui sont dans l'industrie, qui sont des leaders dans leur positionnement, sont des marques aujourd'hui qui s'intéressent énormément qui se positionnent clairement aujourd'hui dans le développement durable, qui se positionnent d'une manière très forte sur le véhicule électrique, puisque aujourd'hui, il y a des réglementations qui feront qu'en Europe, par exemple, en 2035, il n'y aura plus de moteur thermique, véhicules à moteur thermique. Donc, ces marques-là, aujourd'hui, elles sont extrêmement engagées dans l'électrique, voilà, dans l'électrique et dans la production de véhicules en ayant le moins de pollution possible,
en générant le moins de carbone possible. Enfin, l'objectif, c'est d'être sur du net carbone, zéro carbone, et de pouvoir aussi recycler les matières qui vont être utilisées dans le processus de fabrication et d'industrialisation. Alors, sur le Maroc, les marques, en Afrique, plutôt, pardon, les 10 marques parmi les 150 marques africaines les plus valorisées et les plus puissantes en 2022, ça a été Maroc Télécom, la Banque Populaire et Tijari Wafa Bank. Mais en même temps, sur les derniers classements qu'on a vus, les marques, la valo de ces marques-là, elle a un petit peu chuté pour la plupart. La tendance était vers la baisse. On verra ce que ça va donner en 2023. Alors, la marque, effectivement, aura aujourd'hui un triple rôle. Premièrement, bien sûr, comme l'a dit Jeanne, c'est valoriser sa visibilité, sa définition auprès de sa cible. Le deuxième rôle, c'est de valoriser son positionnement. Il faut qu'il y ait, et en fin de compte, c'est comme on dit, sa différence. Donc, au-delà de la visibilité, il y a une notion fondamentale de différence. Et le troisième point, que parfois des sociétés oublient, c'est de valoriser la marque auprès des collaborateurs, parce que si vous n'avez pas de bons collaborateurs, vous n'avez pas une bonne marque. Donc, il n'y a pas que les clients qui comptent. À une époque, on pensait qu'avec le client, et non, parce que les collaborateurs constituent les ressources les plus fondamentales d'une entreprise et constituent les fondements d'une image forte, d'une image valorisante d'une marque, d'une société. Et donc, comme c'est écrit, comment engager les collaborateurs et les clients, l'un va avec l'autre. Absolument. Et puis les marques les plus performantes aujourd'hui sont les marques qui arrivent à attirer les talents, qui s'entourent de talents, quelle que soit la fonction, quels que soient les sujets. Alors, effectivement, comment trouve-t-on, élabore-t-on une stratégie de marque? Comme nous l'avons dit depuis le début, comme Jeanne l'a dit, comme je l'ai dit, c'est seule la différence crée l'envie, puis le désir, et enfin l'achat. Et vous voyez, remarquez avec, je dirais, et c'est voulu, que ce soit de la part de Jeanne ou de moi-même, il n'y a pas le mot besoin. Ah, et pourquoi? Parce que ce n'est plus le besoin qui induit l'achat au départ. Ensuite, effectivement, il faut qu'il y ait le besoin, mais l'acte d'achat, l'acte de décision d'achat relève de l'envie, du désir, et le désir est souvent beaucoup plus fort que le besoin. Donc, si vous arrivez à mettre l'accent, comme l'a dit Jeanne, sur une marque désirable, vous induisez de manière directe ou indirecte l'envie d'achat. Alors, cette envie d'achat crée, si la différence existe, un acte de décision de la part, bien sûr, du client potentiel, et il ne sera d'autant plus fort que l'image humaine, digitale et, comment dirais-je, et proche des clients seront élevés. Donc, comme vous voyez, cette culture de la différence s'exprime dans la stratégie de marque. Et vous avez là les points essentiels à mettre en avant. Et je vous invite, quelle que soit la société, à vous préoccuper de la plateforme de marque. La plateforme de marque doit constituer l'alpha et l'oméga de votre stratégie de marque. Et vous voyez écrit les points essentiels: vision, mission, valeur, le style et le ton, ne pas oublier le caractère de la marque pour en faire une personnalité, l'ambition et, bien sûr, on revient à notre démarche initiale, au positionnement illustré par sa différence. Et en fait, vous le voyez sur le titre, on a parlé de co-création de la stratégie de marque. Donc, quand on crée en fait une stratégie de marque, je pense, Gabriel, on est d'accord tous les deux sur ça, il faut en fait que cette stratégie-là soit portée par tout le comité exécutif d'une entreprise, voire son conseil d'administration. Il faut que tous les cadres dirigeants se l'approprient. Et alors, avec ça, sachez qu'avec Jeanne, nous avons mis au point une méthodologie qu'on va voir dans quelques minutes, qui fait qu'on arrive à obtenir l'unanimité. C'est obligatoire d'un comité de direction, d'un CODIR, d'un COMEX, pour justement permettre aux uns et aux autres de s'approprier cette marque.
Exactement, ça permet de s'approprier la marque et puis ça ne reste pas et de lui donner vie, de lui donner forme. En fait, c'est C'est ça. cette stratégie, c'est cette plateforme de marque-là qui va être utilisée dans toutes les communications, que ce soit internes ou externes qui vont être élaborées et créées. Ce n'est pas une stratégie de marque, ce n'est pas un document qu'on garde dans le tiroir, c'est un document qui doit être vraiment exploité à bon escient. Et naturellement, en fait, dans les marques, il y a le rôle de l'émotion qui est aujourd'hui, enfin, qui est extrêmement important. Une marque, enfin, et c'est pour cela que nous avons parlé de marque engagée, parce que voilà, quand on est engagé dans des actions sociétales, dans des actions environnementales, eh bien, ça crée de l'empathie, ça crée de l'émotion, et ça rend le capital affect beaucoup plus intéressant. À noter d'ailleurs que, par exemple, dans le domaine de l'automobile, pendant très longtemps, les fabricants mettaient l'accent sur les innovations techniques. Nous avons tel élément dans le moteur, tel élément dans les freins, etc. Et puis, c'est Renault qui a eu l'idée, il y a quelques années, de changer complètement son fusil d'épaule. Et il a créé une très, très jolie campagne qui a redémarré toute son image, où il disait les voitures Renault, des voitures à vivre. Et cette notion de voiture à vivre cassait l'habituel ou le rituel technique que les entreprises de l'automobile mettaient en avant cette dimension émotionnelle. Tout à fait. Alors, notre méthode, je te laisse le soin de... Oui, alors nous avons, Jeanne et moi, imaginé ce qu'on appelle le mapping de positionnement. Vous savez, c'est toujours très difficile de chercher la différence. Alors, quelquefois, on croit la trouver, puis on ne la trouve pas. Quelquefois, on la cherche, puis on se dit, ah non, non, mais les concurrents font exactement ce que nous faisons. Alors, c'est toujours extrêmement difficile de trouver la différence. Et Jeanne et moi, nous avons imaginé le mapping de positionnement qui relève d'une réunion d'une journée de co-création, justement, pour aboutir à cette différence. Et c'est là où, à nous-mêmes, c'est notre différence à Jeanne et moi, c'est-à-dire qu'on a réussi à avoir toujours l'unanimité du CODIR, du COMEX, pour définir le positionnement différenciateur. Comment ? Eh bien, je vous propose cette méthode qui relève de 4 territoires. Donc, vous voyez le territoire A, le territoire B, le territoire C, le territoire D, et nous estimons qu'en fait, au départ, il n'y a pas qu'un seul positionnement, il y en a 4. Et oui, il y en a 4 parce que selon l'âme de l'acheteur, selon l'âme des fabricants, enfin des patrons de boîtes, ben vous pouvez être plus rationnel qu'émotionnel, vous pouvez être plus altruiste que nombriliste, et au lieu de faire des choix au préalable, nous avons dit on va travailler les 4 possibilités. Alors je vais vous donner un exemple aberrant, mais pour vous montrer vraiment la qualité de ce mapping de positionnement. Imaginons que Renault ait décidé, exprès je vais vous le dire, de construire une voiture, la Clio par exemple, une nouvelle Clio, qui aurait 8 airbags, vous voyez, à bas la varice, et une calandre en or massif. Ah ben, pourquoi pas. Alors, si je dois trouver le positionnement différenciateur de cette Clio, si je suis dans le territoire A, où on met l'accent sur des arguments rationnels avec une promesse de l'entreprise, on dit simplement acheter cette Clio car c'est la seule voiture sur le marché qui dispose de 8 airbags et d'une calandre en or massif. J'ai bien un positionnement très rationnel. Si je suis dans le territoire B, je ne dirais pas tout à fait la même chose. Je dirais acheter cette Clio car c'est la seule voiture qui vous permet d'être assuré d'un maximum de sécurité avec un look avant-gardiste. On met l'accent sur le bénéfice d'utilisation de cette voiture. Mais on est toujours dans le rationnel. Par contre, si on a envie, eh ben, dans le sens de l'émotion, dans le territoire C, on va dire, on va surtout parler de l'acheteur, c'est-à-dire de la personne qui conduit et qui dispose de la voiture. Alors à ce moment-là, on dira acheter cette nouvelle Clio, car à ce moment-là, vous pouvez alors vous prévaloir d'être un homme différent, axé en particulier sur l'exigence de sécurité et sur l'envie d'un art contemporain. C'est-à-dire que là, on met l'accent sur l'émotion provoquée par la voiture vis-à-vis de l'acheteur. Et puis, on peut aussi être un peu plus nombriliste, c'est-à-dire qu'on va dire acheter cette voiture, le territoire D, car c'est la seule voiture vraiment qui a été construite, conçue par des ouvriers, des ingénieurs, des designers
passionnés de leur métier et passionnés d'automobile. Donc vous voyez que pour la même voiture, on peut déterminer 4 positionnements. Alors, vous me direz, lequel choisir? Eh bien, je dirais à votre bon cœur, monsieur, dame, car c'est vous qui, voulant avoir un positionnement différenciateur, volontariste, vous allez choisir parmi les 4 le positionnement qui vous semble le plus en affinité avec votre entreprise, le plus en affinité avec le marché, le plus en affinité avec ce que vous ressentez. Eh bien, c'est ces 4 positionnements que Jeanne et moi, nous vous invitons à phosphorer durant toute une journée pour bien déterminer les mots-clés, les positionnements et de choisir le positionnement que vous souhaitez mettre en avant. Absolument. Et dans le cadre de ce positionnement, on peut intégrer l'aspect responsabilité et développement durable. Et à partir, une fois qu'on crée le positionnement, ce qu'on suggère aussi à nos clients, c'est de créer une charte de valeurs, voire même une charte d'engagement. Et ce sont ces valeurs-là qui vont donner du sens à l'action et qui vont fédérer les équipes au quotidien, qui vont donner du sens, en fait, à tout le travail, à toute la mission qui est portée par l'entreprise ou par la marque. Engagement qui peut, à mon sens, devenir un manifeste et qui illustre justement le positionnement. Exactement. Après, le seul petit bémol, c'est que ce que nous recommandons, c'est de ne pas aller au-delà de, Gabriel, 5 valeurs, 5 engagements, parce que sinon, après, on est sur des listes longues qui n'en finissent pas et on finit par se faire dans tout cela et ça devient... Ça dépend de l'urgence, ça dépend de la situation du marché. Moi, je dirais on peut aller de 5 à 10. Sur les engagements. Sur les engagements, tout à fait, Oui. voilà. Voilà, et enfin, comment est-ce qu'on peut valoriser, en fait, l'avant-dernière partie de cette présentation, c'est de savoir comment est-ce qu'on pourrait valoriser son engagement à travers la communication de marque. Bon, aujourd'hui, sur les tendances de communication en 2023, on vous dit, on met en avant la communication RSE, donc RSE, responsabilité sociétale et environnementale des entreprises. Et là, les entreprises et les marques qui sont engagées dans cette philosophie, dans cette réflexion et en tout cas dans cet axe extrêmement important et stratégique aujourd'hui, utiliser leur écosystème digital, donc le site internet pour expliquer l'engagement qu'elles ont pris en ce sens et puis utiliser les réseaux sociaux pour communiquer sur les actions RSE qui sont menées et puis aussi nourrir l'image auprès de la génération Y et Z dont on a parlé tout à l'heure qui est très sensible au sens et qui est très sensible à la préservation de l'environnement. Un Évidemment, il y exemple. a différents types d'engagement. Voilà, je te laisse, Jeanne, Voilà. exprimer. Il y a un groupe, par exemple, le groupe Kering, qui est très engagé. Là, vous voyez l'engagement, en fait, le développement durable est un engagement historique pour ce groupe et vous le voyez, en fait, la marque communique d'un point de vue corporate son engagement ou sociétal sur son site corporate, sur le site du groupe. On sait très bien que le groupe, c'est un grand groupe de marques de prêt-à-porter de luxe et autres. L'engagement dans le développement durable a démarré, en fait, ils racontent toute l'histoire de leur engagement, ça a démarré en 96. Et ça va jusqu'à aujourd'hui. Et quand vous voyez le système de gouvernance qu'il y a derrière, et ben vous voyez qu'au niveau du conseil d'administration, alors il y a le comité des nominations naturellement des postes, le comité des rémunérations, mais il y a un comité en fait qui est chargé du développement durable. Ça, c'est pour montrer en fait comment est-ce que la marque elle est importante, comment est-ce que la marque corporate elle est importante et comment est-ce que l'engagement dans le développement durable est important dans le leadership des groupes, des entreprises et au sein des marques. Ça doit vraiment en fait émaner du leadership. Ça ne peut pas être. Il vaut mieux que ça vienne d'en haut. Voilà. Alors, pour finir, nous allons vous présenter un certain nombre de cas. Donc, on est toujours sur Kering. Donc, vous voyez sur leur site internet, ils mettent un accent, en fait, une rubrique qui est dédiée au développement durable dans laquelle vous voyez, en fait, tous les engagements qui sont pris par le groupe. Donc, comment est-ce qu'on va façonner le luxe de demain? Donc, en arrêtant de, par exemple, prendre la peau, utiliser la peau d'animaux, en agissant sur les changements climatiques, en préservant la planète, en
en innovant. Enfin, il y a beaucoup de choses, en fait, beaucoup d'actions qui sont prises en charge dans les différentes fonctions et sur les différentes chaînes de valeur. Après, évidemment, quand il y a un changement et quand il y a des actions qui sont prises en charge, on ne sait pas quel est le coût. Donc, en fait, le groupe, à la base, il se dit que oui, ça aura un coût. Donc, forcément, la performance financière, peut-être qu'elle va baisser. Les structures de PNL ne vont pas être les mêmes, mais l'engagement, il est là. Il va apporter ses résultats à terme. Mais en tous les cas, c'est un engagement qui est aujourd'hui extrêmement important pour des groupes aussi importants et aussi locomotifs que des groupes comme Kering, où là, on le voit, le groupe L'Oréal également, qui est très engagé. C'est une marque que vous connaissez tous, qui est une marque de cosmétiques pour les femmes, et c'est une marque qui est extrêmement engagée et pour la planète et pour les femmes. Puisqu'on sait qu'aujourd'hui, les femmes sur les gars, il y a il y a une inégalité très, très forte très forte sur les écarts qu'il y a aujourd'hui en termes d'accès aux postes de responsabilité. Bon, en France, il y a des lois qui ont été votées, qui ont très bien marché, qui imposent aux entreprises qui sont cotées en bourse d'avoir 40% de femmes dans les comités, dans les conseils d'administration. Et 40% dernièrement, en 2021, une nouvelle loi qui a été votée qui obligeait les grands groupes à avoir un quota de 40% de femmes qui siègent dans les comités de direction des grandes entreprises. Ça a permis en fait de closer, on va dire, le gap qu'il y a sur... C'est pas encore définitif, mais disons que le chemin est pris. Exactement, mais c'est ça, c'est l'engagement, il est là. Oui, c'est ça. Il est présent, c'est des quotas, et voilà. Tu prends moi, je parle par exemple pour le Maroc, on n'a pas ça. Il n'y a pas de politique de quotas de discrimination positive pour que, voilà, on puisse closer ces gaps-là. Je comprends. Tu vois, mais voilà, et tu vois des groupes, moi, c'est le propos que je suis en train de dire, c'est que ce sont des groupes, en fait, qui sont extrêmement importants et qui donnent l'exemple aux autres acteurs de l'industrie, tu vois. Tout à l'heure, on a parlé des marques d'industrie auto. Là, par exemple, vous voyez Mercedes-Benz qui est extrêmement engagée dans le développement durable. Donc, c'est une marque pour laquelle toutes les gammes qu'on connaît aujourd'hui avec le moteur thermique, tout va partir pour faire céder la place aux véhicules électriques avec sûrement de nouveaux modèles de véhicules qui vont voir le jour et qui vont être desservis sur les marchés où la réglementation voudra qu'il n'y ait plus de moteurs électriques. Et puis, il y a d'autres groupes aussi très importants comme Gabriel. Comme le groupe Pierre Fabre, que nous connaissons bien, pour lequel nous avons été consultés justement pour élaborer la marque corporate, qui ensuite a été déclinée par des marques filles, selon les cibles de médecins, les cibles de pharmaciens, les cibles grand public. Et cette démarche a mis l'accent sur une marque culture, voilà, au-delà de la marque corporate. Et c'est tout à l'honneur du groupe Pierre Fabre qui a voulu élargir la notion de prestation, la notion d'utilité sociale du groupe Pierre Fabre en mettant l'accent sur la philosophie du care. C'est une philosophie issue des anglo-saxons qui met l'accent sur la bienveillance et qui met l'accent sur l'attention portée à autrui. Et donc, ils ont même créé avec nous, avec notre collaboration, la marque Care for You by Pierre Fabre. Donc maintenant, sur tous les produits de Pierre Fabre, il y a écrit Care for You, qui offre une réponse globale, vous voyez, aux besoins thérapeutiques du consommateur. Donc c'est une marque qui englobe toutes les cibles jusqu'au consommateur. Et au lieu de simplement apporter un bénéfice produit, eh bien, le positionnement, c'est d'apporter du bien-être au quotidien. Et dans les actions que fait le laboratoire Pierre Fabre, dans la réalité quotidienne, ils le mettent en œuvre pour montrer que tous les produits qu'ils mettent sur le marché participent au bien-être au quotidien. Voilà, tout à fait. Et donc voilà, c'est un exemple de cas que nous vous avons montré. Vous voyez qu'en fait, la valorisation de l'engagement de la marque peut se faire dans le positionnement, comme ça a été expliqué par Gabriel maintenant sur le groupe Pierre Fabre, sur l'écosystème digital des marques, donc leur site web corporate, et ensuite c'est décliné dans toutes les campagnes de communication qui vont être mises en place pour les marques filles ou pour les produits ou services qu'elles vont commercialiser. Voilà. Donc, aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que les marques, elles sont sur des environnements qui changent rapidement. L'incertitude, elle est là.
on le sait, le comportement des consommateurs a changé, les besoins sont tous remplis. Aujourd'hui, il faut créer le désir pour vendre. C'est ce que tu as très bien souligné tout à l'heure. Et partant du fait aussi que l'économie elle est en train de s'ubériser et que le comportement des consommateurs a changé, eh bien, il faut que les marques deviennent responsables. Bon, pourquoi devenir responsable? Parce qu'on ne peut plus se battre sur les prix, désirable et responsable parce qu'on ne peut plus se battre que sur les prix. C'est pas possible, tout le monde finit par baisser le prix, les équipes commerciales s'épuisent, les profits s'érodent. Il faut vendre autre chose. Il faut vendre une stratégie de marque qui soit attractive, qui soit séduisante et qui soit engagée. Et vous le voyez sur cette citation que toi tu aimes bien, Gabriel. Oui, parce que ça montre qu'il est nécessaire d'innover en permanence pour justement être toujours en phase avec les désirs et les besoins des consommateurs. Alors, comment est-ce que nous intervenons au niveau en fait de Studio Butterfly? Notre démarche, nous l'avons choisie. C'est une démarche de co-création, de coproduction et de copilotage. C'est-à-dire que toute la stratégie de marque, on l'a co-créée avec nos clients, que ce soit à Paris ou à Kazan ou bref, partout. Parce que c'est ça qui va permettre en fait au comité de direction, comme ce que tu as dit Gabriel tout à l'heure, de s'approprier la stratégie ou la plateforme de marque et de pouvoir la décliner par la suite sur toute la communication qui va émaner du groupe ou de l'entreprise. Voilà, et que effectivement, ce terme que tu as 3 fois mis en exergue avec raison, co-création, coproduction, copilotage, nous mettons l'accent sur ce partenariat que nous avons avec nos clients. Nous ne voulons plus imposer des dictats extérieurs, mais c'est vraiment l'appropriation, comme tu l'as dit, Jeanne, par nos clients de toutes les démarches de marketing et de communication qui soulignent effectivement l'unanimité, l'adhésion, l'empathie de nos clients vis-à-vis de nos actions de communication. Voilà. Et c'est ce qui permet par la suite aux marques de s'exprimer, parce qu'une marque, au final, elle finit par s'exprimer sur toutes les stratégies, toutes les campagnes de communication qui vont être faites, toutes les campagnes de lancement de produits, de services, etc. Et une manne toute seule ne peut pas applaudir, et donc c'est de là que vient notre intervention. Donc notre plus-value est vraiment de vous accompagner sur ces sujets-là qui sont très pointus, sur lesquels nous avons une expérience assez riche, très riche même, je dirais. Et donc voilà, nous intervenons sur cela. Question. Gabriel, tu voudrais rajouter quelque chose? Je veux simplement rajouter d'abord que la citation marocaine est superbe. Une main toute seule ne peut applaudir. Je trouve qu'elle est particulièrement émouvante et souligne la valeur de la collaboration que nous pouvons avoir tous ensemble, clients et Studio Butterfly, car effectivement, nous aimerions beaucoup applaudir à votre succès, d'où l'intérêt, la suggestion de participer à votre politique de marketing et de communication. Voilà, s'il n'y a pas de questions, nous venons de lancer aujourd'hui la newsletter du club Inbound Marketing ABM sur les réseaux sociaux qui porte sur ce sujet-là, encore une fois, parce qu'il est extrêmement important. C'est la stratégie de marque qui va donner en fait tout le temps, c'est la base de toutes les stratégies de communication. Exactement, ouais. C'est-à-dire que je vous invite d'ailleurs, même sur LinkedIn, il y a des dialogues sur l'intérêt, la forme, le fond du branding. Et nous ne pouvons, avec Jeanne, que vous encourager à privilégier au départ toutes les réflexions sur le branding, qui est l'alpha et l'oméga de tout style, toute démarche de communication. Exactement. Et qui ne se limite pas, le branding ne se limite pas à l'identité visuelle. Bien sûr. Ne se limite pas à pousser une publicité telle qu'on la faisait par le passé sur le digital aujourd'hui. Ce n'est plus ça. C'est vraiment créer une personnalité, donner une âme à la marque pour pouvoir en fait fédérer une communauté, une cible
et augmenter en fait la lifetime value du client. C'est-à-dire qu'un client qui vient aujourd'hui, on peut le perdre si demain le concurrent va lui donner. Enfin, si on ne travaille pas vraiment le capital marque, typiquement, ce qui se passe, c'est que le client, en fait, aujourd'hui, il va vous acheter parce que vous êtes compétitif. Demain, il ira chez votre concurrent. Alors que si vous assoyez une vraie stratégie, enfin un vrai positionnement de marque, le client, il va être là pour des raisons qui vont dépasser le prix. Et oui, c'est la base même de l'identité de marque parce qu'il y a dans la marque, dans la relation entre la marque et le consommateur, une relation émotionnelle, une relation, certaines diront même une relation d'amour, je n'irai pas jusque-là, mais il y a toujours une relation de complicité. Et cette complicité relève justement de la valeur émotionnelle et rationnelle de l'identité de marque de votre société. Exactement. Et puis, autre bénéfice, en fait, quand on fait ce travail de création de réelles stratégies de marque, le bénéfice, c'est que ça facilite le travail pour les sales. Les équipes commerciales, les directions commerciales n'ont plus à aller se battre sur les clients, enfin, sur les marges, sur les négos, sur le service après-vente. Enfin, vous leur donnez une base sur laquelle ils reposent. Donc, ça facilite le travail pour les équipes commerciales et ça leur permet aussi de réaliser des performances intéressantes. Et ça permet aussi de créer des synergies entre les différentes équipes. Aujourd'hui, quand on parle, le digital, si le digital a apporté quelque chose d'intéressant aussi au niveau fonctionnel des entreprises, c'est qu'il a cassé en tout cas les silos qu'il y avait entre les différentes fonctions, le marketing, les sales, le digital et la communication. Aujourd'hui, ces fonctions ne peuvent plus travailler chacune de son côté. Tout à fait. Et c'est pour cela que dans le cadre aussi de nos interventions, des fois, on plaide pour la mise en place ce que tu appelles, Gabriel, le marketing. Exactement, c'est ça. C'est le mélange, l'association du marketing et des sales. Voilà. Donc, vous voyez tous les bénéfices qui peuvent être, que vous pouvez tirer de la création de plateformes de marque et de stratégies de marque désirables et engagées. Voilà, donc s'il n'y a pas de questions, on vous remercie pour votre attention, pour votre présence. Comme vous le savez, il y a énormément de contenu qui est disponible sur notre site. La semaine prochaine, on ne fera pas de live. Par contre, on organise un petit afterwork à Casablanca. Donc, vous allez retrouver toute l'information sur les réseaux sociaux de l'agence. Ça va être l'occasion justement de passer du modèle digital au modèle physique. Et là, on fera du phygital, ce qu'on prône. On va le faire à Casa et puis bientôt, on le fera à Paris aussi. Très bien sûr. Voilà. Donc, merci Gabriel, merci d'avoir été là. Je vois qu'il n'y a pas de questions, qu'il n'y a pas eu de questions. Merci Gianne, merci aussi de partager notre passion commune et pour l'Inbound Marketing. Merci à toi et je te souhaite une très bonne soirée et bonne soirée à tous ceux qui ont été là. Je souhaite une bonne soirée à tout le monde, tous ceux qui ont été présents et à très bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.